1870-1871, c'est bien évidemment la guerre franco-prussienne. Parce qu'il n'y a pas de commune s'il n'y a pas de guerre franco-prussienne. La commune, c'est le surgissement du prolétariat comme force potentiellement anticapitaliste dans une guerre franco-prussienne qui est une guerre intercapitaliste. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment l'anticapitalisme potentiel surgit du développement de l'intercapitalisation. Et c'est poser la question du à quoi renvoie cette guerre franco-prussienne qui produit la Commune en 1871 par rapport au cycle historique de longue durée du surgissement révolutionnaire du prolétariat. Le prolétariat, le prolétariat dans sa forme pré-prolétarienne, plébéienne, a été, à travers la sans-culotterie radicale, tout ce qui a empoisonné la bourgeoisie girondine et la bourgeoisie robespierriste montagnarde, puis ensuite le consulat et l'empire. C'est-à-dire que la question s'est toujours posée, comment terrasser ce surgissement qui est en train d'apparaître et qui produit un monde nouveau. Alors même si ce monde nouveau n'est pas encore là, c'est une gigantesque angoisse parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'apparaître dans l'après et qui n'est pas contrôlable. Donc c'est la révolution de 1830, c'est la révolution de 1832, c'est la révolution de 1848 et c'est le surgissement du prolétariat en 1871. Et c'est ce qui nous amène à comprendre la position stratégique de Thiers. Thiers, en 1871, veut régler une question qui n'a jamais été réglée. Il y a en permanence, dans le développement de la domination formelle, dans le surgissement de la capitalisation qui se met en marche pour aboutir à la domination réelle de 1914, des grèves, des radicalités qui constamment viennent faire chier la bourgeoisie et ensuite viendront emmerder la classe capitaliste. Et il faut régler cette question-là. Il y a dans ce Paris qui constitue la mégapole industrielle et sociale du devenir du capital, une contestation qui constamment se réitère à elle-même dans une forme de plus en plus radicale, et il faut régler la question. Donc, la Commune de Paris, c'est 1848 en plus radical, et c'est donc en plus radical la répression de 1848 en plus radical. Il y a une unité dialectique qui se positionne dans l'objectivité de la dialectique des forces productives et qui nous amène à comprendre deux territoires. Il y a le territoire de la géopolitique du capital, la France écrasée depuis 1815 à Waterloo, qui disparaît de la scène géopolitique puisque l'Angleterre a servi définitivement la France. On se rappelle, on en a parlé, je crois, c'était dans le cadre de l'émission sur la guerre, quand nous avions parlé de la guerre de Crimée. Et on avait bien positionné que la guerre de Crimée, c'est une guerre que la France fait, mais qu'elle fait pour l'Angleterre et contre elle-même. Et c'est ce qui se passe dans la guerre de Crimée, mais c'est ce qui se passe aussi dans la guerre franco-prussienne de 1871, qui vient accomplir la guerre de l'unité allemande avec la victoire de la Prusse à Sadova contre l'Autriche. C'est-à-dire que la France, quand elle enclenche la guerre de 1871, elle l'enclenche bien évidemment parce que ça fait une diversion aux luttes sociales, mais elle l'enclenche aussi parce que dans la géopolitique du capital, la France, qui est totalement phagocytée par la City, ne fait que les guerres que lui concède l'impérialisme britannique. Rappelons-nous toujours que dans l'œuvre de colonisation de l'Afrique, à un moment donné, il y a Fashoda. Et à Fashoda, les Anglais disent aux Français, c'est fini, vous partez du Soudan, c'est à nous. Donc, que ce soit les guerres coloniales, que ce soit les guerres territoriales, que ce soit tout ce qui se passe après Sadova, on en revient toujours à ce truc. Alors, bon, les gens peuvent travailler la guerre franco-française, la dépêche d'Ems, les magouilles diplomatiques
à savoir qu'il fallait absolument pas qu'il y ait sur la couronne espagnole un héritier allemand, etc. Ça, c'est tous les méandres diplomatiques de la géopolitique du capital. Mais ce qui est décisif, c'est que la guerre franco-prussienne, qui est une guerre qui condamne la France à l'échec, compte tenu, faut s'imaginer ce que la Prusse, qui va s'unifier après justement la défaite de 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles en créant l'unité allemande, parce que l'Empire allemand est créé à Versailles dans la Galerie des Glaces suite à cette victoire sur la France. Mais l'objectif de l'Angleterre depuis 1815, c'est d'empêcher qu'il y ait une rayonnance européenne qui soit particulièrement marquée. Et dans ce cadre-là, l'Angleterre voudra la destruction de l'Allemagne en 1914, mais elle veut, malgré les effets de représentation publicitaire, la défaite de la France en 1870. Et donc finalement, l'Empire français fait la guerre qu'il n'aurait pas dû faire, parce que dans le cadre de la géopolitique du capital, la France aurait dû s'allier à la Prusse contre l'Angleterre. Or, la France, vampirisée par l'Angleterre, fait cette guerre contre la Prusse qu'elle est condamnée à perdre. Donc, il y a tout le jeu anglais qui s'est positionné en 1815 et qui revient et qu'on retrouvera dans la Première Guerre mondiale et qu'on retrouvera dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque depuis la défaite de Waterloo, la France n'a comme géopolitique possible, dans le cadre des déterminations historiques de la valeur d'échange mondialiste, que le fait de se soumettre aux impératifs de la City. Donc, cette guerre franco-prussienne, il y a toute cette géopolitique du capital qui nous amène à la guerre de 14 et qui nous amène justement à ce conflit entre l'Angleterre et l'Allemagne, et la France, là-dedans, elle est condamnée à être une supplétive. Mais dans le même temps, il y a toute cette histoire française des radicalités, 1830, 1832, 1848. Et quand les prolétaires communards à venir, qui ont participé au siège de Paris dans les souscriptions pour les canons, s'insurgent, c'est pas une insurrection patriotarde étroite. Il y a une collusion entre Napoléon III, Bismarck et le gouvernement républicain qui a proclamé la République contre Napoléon. C'est-à-dire que récupérer les canons, c'est pas simplement récupérer des canons pour défendre la nation comme cadre étroit. Il y a une lutte de classe dans la récupération des canons, parce que il faut comprendre que derrière les symboles, il y a des structurations sociales. Et on a vu la même chose avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ne peuvent pas agiter le drapeau rouge. Les Gilets jaunes, ils ne peuvent pas agiter le drapeau noir. Ça fait des décennies et des décennies que la dictature moderniste du capital qui écrase le prolétariat parle le langage gauchiste de la marchandise à travers le drapeau rouge et le drapeau noir. Donc même si le drapeau bleu-blanc-rouge est le drapeau de la révolution bourgeoise de 1789, dans ce temps qui s'accélère, dans ce temps qui transmute les significations, qui métamorphose les destinations, le prolo de base dans les années 2018-2020, qui veut dire abat le pouvoir, il ne va pas agiter le drapeau rouge ou le drapeau noir, puisque le drapeau rouge et le drapeau noir, c'est le pouvoir du gauchisme de la marchandise. Donc il va récupérer le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est un drapeau réactionnaire, mais il lui donne une signification révolutionnaire parce qu'il transmute dans la négation de la négation la signification, parce qu'il remet tout à plat. Et c'est la même chose pour les canons. Les canons de Montmartre, ce n'est pas un enjeu patriotard débile, parce que le peuple de Paris défend la nation française, point. Il défend un Ascor, il défend une nation de radicalité contre la bourgeoisie républicaine, la bourgeoisie bonapartiste et Bismarck. Donc, on ne peut pas accepter que les Prussiens rentrent dans Paris. C'est la même chose qu'en 1919, la Commune de Berlin.
on ne peut pas accepter que l'armée française, qui est complice de Nosk et de Schneiderman, rentre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans le discours qui fait référence à la lutte nationale, on a ce qu'il y a dans le manifeste communiste. Quand Marx dit la bourgeoisie nous condamne en nous disant que nous voulons détruire la famille. Mais ce n'est pas nous qui voulons détruire la famille, c'est le développement du capital qui instaure une prostitution universelle. Et tout de suite, Marx ajoute, mais la nation, c'est la même chose. Il y a deux nations. Et le prolétariat doit, dans sa dictature anti-étatique, se mettre en mouvement d'être la classe nationale. Marx dit la classe nationale, c'est-à-dire la classe de toute l'étendue, de toutes les naissances de vie sociale. Donc, il y a deux conceptions de la nation. Il y a la nation de la raison marchande et il y a la nation du vivre là, dans le surgissement historique d'une matérialité concrète qui fait naissance des hommes. Donc, quand les prolétaires vont à Montmartre reprendre les canons, c'est pas pour reprendre une lutte nationale que l'Empire et la bourgeoisie n'ont pas assumée, c'est pour reprendre une lutte du NASCOR dans une autre dimension qui est celle de l'être générique. Donc, géopolitique du capital, géopolitique des luttes de classe, 1871, c'est 1848 qui revient, en plus fort, en plus radical, et on y reviendra après. Pourquoi l'extermination de la commune dans le cadre de cette lutte de classe qui fait qu'on ne peut pas résoudre ce cancer social qui revient constamment, et c'est ce que dit Thiers, il faut résoudre la question. Thiers vient résoudre la question, et non pas pour la droite monarchiste, Thiers vient résoudre la question pour la gauche du capital.